Salut et bienvenue dans l'Hebdo BD. Cyril Pomès, le Toulousain, dédicacera Sortie de route, son nouvel opus chez Scutella. Ce sera le 3 décembre chez Terre de Légende. Et aussi chez Terre de Légende, il y aura le 10 décembre le jeune Léturgie qui dédicacera son Gaston, ou plutôt son Gastoun. Et priorité sera donnée aux enfants qui viendront avec l'album. Cabane, le dessinateur, adapte La Princesse de Sang chez Dupuis. Couleur, aventure, complot, tous les ingrédients du film d'espionnage sont présents. La Princesse de Sang, au départ, c'est un roman inachevé de Jean-Patrick Manchette. On pensait bêtement à l'Hebdo BD que seul Tardy pouvait adapter Manchette. Peut-être Cabane lui-même était impressionné par le génie du noir et blanc. Tardy avec son talent, avec son succès, commercial, ainsi de suite, quoi. Tout ça, c'est quand même un petit peu le parcours du combattant quand on arrive après ça. Et puis disons que bon, j'ai vraiment réfléchi pendant 2 mois environ et talonné par Doug, le fils de Manchette, et puis par mon éditeur, par José-Louis Bocquet, qui m'ont vraiment persuadé, quoi. Voilà. Et puis franchement, je ne le regrette pas. Alors ensuite, évidemment, la porte de la critique est ouverte. L'adaptation de La Princesse de Sang est efficace, juste, riche et ne souffre pas de la comparaison. Manchette n'est pas trahi ni édulcoré. Au détour de la dédicace, on apprend même que l'aventure Cabane Manchette va continuer. Oui, je travaille sur un nouveau Manchette là. L'histoire d'une femme serial killer dans les années 60. Ça s'appelle Fatal. Ça se passe dans la région de Dieppe. Et un seul volume. 96 pages minimum. Mais en fait, c'est parti pour plus, quoi, je pense. La Princesse de Sang marquait un tournant dans la carrière de Manchette. En fait, c'était pile poil le moment où il avait décidé de changer d'orientation dans le roman noir, quoi, dans le polar. Où son intention était vraiment de démarrer un nouveau cycle avec une héroïne, donc Ivory Pearl, qui préfigurait, en fait, qui était inspirée plutôt des premières femmes reporters de guerre, inspirées par la compagne de Robert Capa, journaliste reporter de guerre, non qui s'appelait, je pense, Gerda, oui, je pense bien. Et à partir de là, à travers ce personnage, il voulait faire une grande fresque qui avait pour ambition de décrire le climat politique à partir des années 50, le moment où démarre La Princesse du Sang, ce premier opus, et petit à petit de rejoindre l'époque contemporaine de l'écrivain Manchette. Ce roman est resté inachevé. Il en avait écrit à peu près la moitié, quoi, on peut dire. Heureusement, il avait laissé des notes très très précises qui couvraient toute la structure du roman, sur lesquelles son fils Doug Edline a travaillé pour pouvoir l'achever, en tout cas lors d'une tentative d'une mouture pour le cinéma, quoi. Manchette, c'est pas quand même... on peut pas dire que c'est du roman noir à la Harlequin, quand même. On est dans l'hyper-violence d'entrée, dès la première page, pratiquement. Dire, cette voiture qui arrive, on ne sait où exactement, sur le bord d'une plage. Ouais. Ça n'est pas référencé géographiquement. Et puis, immédiatement, ça part, quoi. Bon, par contre, ensuite, il y a, on peut le voir d'ailleurs dans la première partie, il y a une très très longue accalmie, où là, oui, les choses se mettent en place, quoi. On peut presque dire que dans le roman noir et le polar, s'il n'y a pas de trahison, ça n'est plus des polars, quoi. Finalement, hein, on peut dire ça, quoi. Un petit peu comme... peut-être que dans la vie, on s'ennuierait beaucoup d'ailleurs, s'il n'y avait pas des traîtres. Moi, j'arrête sur ce bon mot. C'est bien les traîtres, finalement. Et donc, nous parlions de Tardy, il adapte à nouveau un roman de Manchette, Au Dingos, au château. Michel Hartog, un milliardaire qui n'emploie que des déficients mentaux, engage une jeune femme, Julie, elle-même sortie d'un hôpital psychiatrique, pour s'occuper de son neveu Peter. Julie et Peter sont enlevés par un autre malade, un tueur à gages nommé Thompson. Ici, on ne sait jamais ce qui va se passer d'une page à l'autre, tant les personnages sont imprévisibles. Si on voit bien le coup monter, on n'a aucune possibilité d'interpréter les faits et gestes de ces dingos. C'est hyper violent et hors du temps, tous sont animés par une folie intérieure et le lecteur se laisse peu à peu contaminer par le rythme haletant du récit.
réussi. Après 2 adaptations réussies, La position du tireur couché et Le petit but de la côte ouest, Tardy clôt une magistrale trilogie. Aqua Blue, la série est reprise par Authière au scénario et Renaud au dessin. Dans ce tome, intitulé Retour aux sources, Nao revient au pays retrouver femme et enfants. Une dose d'écologie, une pincée de capitalisme et c'est reparti pour des aventures. Comment un humain et une habitante d'Aqua Blue ont-ils pu se reproduire? Pourquoi l'ennemi de Nao a-t-il été libéré? Et enfin, quels sont les enjeux de la future colonisation d'Aqua Blue? Bien que la série soit antérieure au film Avatar, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec le film de Cameron. Peut-être que ce dernier volume d'Aqua Blue ne souffre pas la comparaison. Jésus, Marie, Joseph chez Glénat. Qui a choisi Joseph pour être le digne père, enfin celui qui a élevé Jésus? C'est un ange. 208 pages de Michel Faure nous raconte cette quête. Le dessin admirable est au service d'un récit étrange sorti de nulle part. Étonnant avant Noël. Serre, Claude Serre, grand dessinateur humoristique mort en 98. Il n'a cessé de sculpter la bêtise et la petitesse humaine. Glénat réalise des ouvrages thématiques, le sport, le bricolage, la bouffe et ici la médecine. Tout est au vitriol, un humour souvent très noir et parfois sans espoir. Serre, une grande œuvre. Fin de la réédition de l'Arche chez Vent d'Ouest. C'est l'œuvre de jeunesse de Maillet, Monsieur Grandmort et Monsieur Préquel de la quête de l'oiseau du temps, qui a été remasterisé, quelques nouvelles cases, quelques nouveaux dialogues, pour un polar SF et politique.